Rémi, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, génial, je suis prêt. Quel écran ne fait pas mal aux yeux, ne consomme que très peu d'énergie, est parfaitement lisible en plein soleil? Est-ce que tu serais pas en train de me parler d'un livre ou d'un magazine à la limite? Ah bah non, ça c'est pas un écran. Mais t'es pas très très loin, puisqu'aujourd'hui on va parler d'encre électronique de l'e-ink. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, nickel, je suis très intéressé par ce sujet dit e-ink. Ah, il est très 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 dur E-ink. à prononcer, donc je te propose que pour une fois, on reste en français et qu'on parle d'encre électronique. Exactement, Parce que c'est exactement. e-ink, c'est très très dur. On sent que ça n'a pas été un De terme e-encre, inventé pour que les Français puissent l'utiliser facilement. comme d'habitude, ça. La tech est Et, trop anglaise, là. et ouais, et e-encre, ça fait un peu Ça fait LAN, et bizarre. donc e-encre, je suis pas hyper à l'aise non plus, donc je te propose de rester sur l'encre électronique. Très bien, c'est validé. Mais avant Avant, ça, avant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avant de rentrer dans le sujet? bah écoute, avant de rentrer dans le sujet et avant de renommer une tech, on pourrait peut-être remercier les gens qui nous écoutent et qui nous Absolument. laissent voilà tout plein de feedback. Gros succès quand même, hein, c'est ce qu'on disait juste en off, avant de commencer l'épisode. Gros succès des sujets autour de l'IA Ouais. générative, hein, que ce soit DALL-E, ChatGPT, tout ça. Vraiment, on sent que c'est un truc qui vous intéresse bien, bien. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez, si vous souhaitez plus de sujets de ce type-là. Voilà, nous, on Ouais. souhaite pas rester trop mono-sujet, mais pour autant, on a aussi envie de vous faire plaisir. Et puis, il faut dire que ça nous intéresse pas mal. Donc voilà, dites-nous si vous voulez d'autres sujets sur le thème. En tout cas, on est toujours chaud. Absolument. Et puis voilà, et puis si vous laissez une note en plus, 5 étoiles sur iTunes, on aura plus de Ça nous fait chances de plaisir. lire votre commentaire. Tout à fait. C'est horrible, on lit tous les commentaires de toute façon. Bon, du coup, de quoi on parle aujourd'hui, Rémi? On C'est parle de quoi, de l'encre électronique. Oh c'est là là, quoi l'encre électronique? c'est quoi? Alors, comme son nom ne C'est une l'indique nouvelle pas. tech? Ah oui, non, apparemment, elle date, les premiers essais datent, alors je sais plus si c'est les essais techniques ou les essais spirituels, les concepts, mais datent des années 70. C'est une technologie d'affichage, donc comme parce que vous avez sur votre téléphone, sur votre télé, LED, LCD, OLED, c'est une typologie de technologie d'affichage, et elle a plusieurs particularités. Le premier, c'est qu'elle ressemble au papier. On a cette espèce de rendu qui est quand même très similaire, un rendu mat. Elle nécessite très peu d'énergie pour fonctionner et elle peut laisser l'affichage visible sans dépenser de l'énergie. Ça, c'est quand même fou, hein. Hmm, Et du exactement. coup, c'est assez génial, mais du coup, pourquoi, en fait, ça n'a pas remplacé tous nos écrans, l'encre électronique? Plusieurs limites existent, malheureusement. Principalement en noir et blanc, même si on commence à avoir des couleurs qui pointent le bout de leur nez, mais qui sont encore très passées, enfin très pastel, très clair. Il a un taux de rafraîchissement qui est très lent. Pour donner une idée, un écran d'encre électronique, c'est à peu près entre 100 et 200 millisecondes de taux de rafraîchissement. Et pour vous donner une idée, une télévision, voire un moniteur pour les jeux vidéo ou un écran fait pour le sport, c'est un écran basique, c'est 60-70 Hz qui correspondent à 16 millisecondes. Donc on est presque de l'ordre de 1 à 5 par rapport aux 100 millisecondes. Et un écran, les écrans 120 Hz qui sont vendus par les vendeurs de télé pour dire que le sport, ça se voit vachement mieux, ça correspond à 8 millisecondes. Donc là, énorme. Donc c'est une technologie qui n'est pas idéale pour juste regarder un film, une série ou les jeux vidéo. Parce que ce Et taux de rafraîchissement, c'est vraiment ce qui va jouer dans la fluidité des mouvements qui exactement. sont affichés dans l'écran. Et effectivement, bah, plus c'est lent, plus tu auras des mouvements saccadés, d'où effectivement les limites pour tout ce qui est contenu vidéo. Tout à fait. Et le problème principal pour moi, c'est le coût, ça reste quand même une technologie très chère, même s'il y a beaucoup de liseuses électroniques notamment qui sont sur le segment et qui commencent à avoir des prix très abordables. Je crois qu'on entoure pour une centaine d'euros, on a quelque chose de très correct. Mais dès qu'on veut un petit peu plus de fonctionnalité, ça douille, comme on dit. Ok, alors du coup, on a bien compris ce que c'était et quelles étaient les principales limites, mais comment ça marche? Ah, Comment ça marche, Jamie? comment ça va, Jérémy?
Alors, c'est un écran qui va être fait de 2 couches. La couche supérieure, on a des billes conductrices, et sur la couche inférieure, on a des billes conductrices qui vont être recouvertes de microcapsules avec de l'encre noire et de l'encre blanche. Et en fait, lorsqu'on va appliquer une charge électrique, donc un petit courant électrique, bzzt, aux billes conductrices de la couche supérieure, les microcapsules vont être attirées à la surface. Et donc là, on va voir soit les encres noires, soit les encres blanches qui sont au-dessous. Lorsqu'on retire la charge électrique, les microcapsules, elles retournent à leur position d'origine et les encres sont cachées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que au final, on a une image qui peut être affichée en noir et blanc sur l'écran, ou en couleur, comme je disais, qui va être très similaire à du papier imprimé. Et c'est ça qui est très économique en énergie, c'est que l'image affichée, une fois qu'elle est affichée, on n'a pas besoin d'électricité. On a juste besoin d'électricité pour changer l'état. Alors j'espère que c'était très clair, mais bon, c'était ce qu'il faut retenir, c'est quand il y a l'électricité, on peut faire changer, donc passer du blanc au noir, et il y a juste besoin de cette énergie d'électricité en one shot en fait pour faire changer l'état. Une fois qu'on a fait changer l'état, plus besoin d'électricité pour rechanger l'état. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur une liseuse par exemple, vous changez une page, vous avez un mouvement électrique qui va être envoyé sur toute la surface de l'écran pour changer les différentes lettres, etc., pour faire passer de blanc à noir ou de noir à blanc. Mais une fois que vous êtes en train de lire votre page, il n'y a pas d'autre électricité qui parcourt l'écran. Et elle pourrait être affichée de façon... Ça consomme aucune énergie quasiment tant qu'on est sur une page. Ouais, exactement. Très pratique pour les gens qui lisent lentement. C'est clair. Ou les gens qui partent en vacances en oubliant leur chargeur. On en connaît. Exactement. Alors du coup, on a bien compris comment ça marchait désormais. Et alors, tu as parlé de liseuse. Ouais, j'ai un peu défloré le sujet là. Mais où est-ce qu'on l'utilise sinon l'encre électronique et les écrans à encre électronique. Putain, c'est aussi dur à dire en français. C'est pénible. Je sais plus quoi faire. C'est quoi ce sujet avec un mot difficile? On va dire. Alors le sujet dont on parle dans cet épisode est utilisé dans. Vous savez quoi? Il dure une demi-heure l'épisode. C'est clair. Voilà. Maintenant, on parlera d'écran tout court. D'écran, les écrans là. Les écrans sans électricité. Bref, où est-ce qu'on utilise ces écrans-là, Rémi? Eh ben, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein d'utilisations potentielles. Alors, je vais commencer par un des qu'on voit assez peu souvent finalement, parce que je suis comme ça. Les montres connectées. Vous avez quelques marques qui ont lancé et qui depuis même je dirais une dizaine d'années utilisent des montres avec écran e-ink. Donc par exemple, on a Fossil qui en a lancé une et qui propose 2 semaines d'autonomie. Les Sony Face Watch, FES. Hein, super nom. Super nom. Qui sont absolument géniales. D'ailleurs, c'est très dur de préparer ces épisodes et des fois tu tombes sur ce genre de truc et tu te dis mais elle est trop mignonne, je la veux. Et donc j'ai réussi à pas craquer, je suis assez fier de moi. Bon, en fait l'écran est très très joli, vous avez un écran minimaliste avec juste comme si vous avez une feuille de papier qui affiche l'heure, enfin c'est très chouette. Mais après elle est assez empâté le reste, le boîtier, etc. Donc je n'ai pas craqué. Même le comment on appelle ça? J'ai l'impression que je vais y arriver. Le bracelet, il est en encre électronique. Ah bon? Ah, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas, c'est bizarre. Ça dépend. Alors, pause, vérification. On vous mettra le lien. Ah, mais peut-être, ouais. Incroyable. Ah, mais oui, t'as raison. Si, carrément. Oh là là. Alors, on vous mettra les liens. Ah, le strap. Ok, très bien. Donc, le strap aussi. Stylé, tout est fait d'un seul et même feuille de papier. Ah du coup, je vais l'acheter en fait. Du coup, tu peux changer ton bracelet juste effectivement avec l'écran. Ça, c'est très marrant. Design. On vous mettra un lien. Des prix de design. Ouais, c'est très. On vous mettra un lien. Elle est très très jolie. Donc, imaginez que vous avez le boîtier de l'écran sur lequel vous pouvez avoir quelque chose d'animé ou pas d'ailleurs, le style que vous voulez. Mais sur le bracelet également, vous pourriez afficher un motif, je sais pas, des triangles avec des petits ronds ou alors des petites fleurs. Vous pouvez le changer de façon électronique. Donc, c'est cool. Et elle est waterproof, sans problème. Pratique. Peut-être juste un truc là, puisqu'on est dans les montres connectées et comme ça te laisse dérouler le reste. Ce qui est important en fait sur pourquoi ça atterrit sur ce type de gadget, les écrans connectés, les écrans e-link, c'est parce que en fait, comme tu le disais tout à l'heure, pour 2 raisons principales. La première, c'est le fait qu'on n'a pas besoin sur une montre d'un taux de rafraîchissement trop élevé. Et oui, en fait,
au max, il faut changer l'écran une fois par seconde. Donc c'est largement, si tu as une trotteuse, c'est largement suffisant. Alors tu peux peut-être pas faire du chrono dessus, mais c'est largement suffisant du coup pour pas mal d'usages d'une montre. Et puis il y a l'autonomie, parce qu'en fait une des principales reproches qu'on peut faire aujourd'hui aux montres connectées, notamment les Apple Watch, etc., c'est que allez, ça tient 2 jours à tout casser, alors que sur les appareils dont tu me parles là, l'autonomie se compte plutôt en semaines. Et donc ça fait une grande différence, notamment pour les personnes qui juste ne veulent pas passer toute leur soirée à charger leur montre. Ah ouais, très très bonne remarque, parce qu'il consomme le plus en fait dans une montre connectée, c'est vraiment l'écran. Et d'autant plus si vous êtes au soleil, parce qu'il doit mettre une surcharge de lumière. Donc ça consomme beaucoup. C'est pas forcément le reste, le Wi-Fi, etc., le processeur, qui sont normalement plutôt adaptés. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gligo, une montre que je ne connaissais pas, mais qui propose des choses plutôt marrantes. Le classique Garmin, ou Garmin, pour nos amis anglophones, qui fait des montres de sport. Et ils ont plusieurs modèles depuis quelques années en e-ink. Et ensuite, un classique que j'ai loupé, c'est une montre Pebble. C'est une aventure incroyable. Elle a été lancée sur Quickstarter en 2012, où ils ont levé 10 millions de dollars à l'époque, qui était la plus grosse levée de Quickstarter à l'époque. En janvier 2013, ils ont livré, et pour faire un petit peu un lien, Apple Watch, c'était en 2015, donc 2 ans plus tard. Elle était connectable à Android et iOS. Il y avait plein d'applications. Ils avaient un store énorme sur lequel tous les développeurs pouvaient faire un petit peu proposer leurs applications. Et en 2015, ils ont lancé à nouveau un Quickstarter pour une nouvelle version, la Pebble Time et la Time Steel, qui était incroyable, super mignonne. Donc petite montre très très classe, métallique, mais avec un écran e-ink. Ils ont levé 20 millions de dollars à l'époque, mais le projet s'est arrêté, l'entreprise a fermé. On a été remboursé, pas de souci pour ça. Et toute la propriété intellectuelle a été rachetée par Fitbit en 2016. Et donc pendant de longues années, je me suis dit, Fitbit va faire redémarrer ce projet, parce que vraiment, allez jeter un œil, je vous mettrai des liens vers YouTube et des images vraiment très mignonnes, avec une interface très simple pour être pensée en utilisant juste 2 ou 3 boutons, je crois. Et voilà, c'est il y a quelques gadgets que je regrette de ne pas avoir eu, et Pebble en fait partie. Je sais pas si tu l'avais vu, c'est que tu avais failli craquer à l'époque. Ouais, j'avais suivi, et en fait, ça faisait partie de l'époque où j'étais pas convaincu par les montres connectées. C'était avant le lancement de l'Apple Watch. Et d'ailleurs, même quand l'Apple Watch est sorti, j'ai mis un an à sauter le pas. Et voilà, je voyais pas trop l'intérêt, ça me paraissait un peu cher, et puis je portais pas vraiment de montre à l'époque, faut dire ce qui est. Et donc, voilà, j'ai pas sauté le pas à ce moment-là. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était une très très belle aventure, Pebble, puisque c'était la première montre à vraiment proposer des applications, avoir cette technologie d'écran, une autonomie de plusieurs semaines. Et donc c'est vrai que elle n'avait pas du tout à rougir face à l'Apple Watch au début, en tout cas. Elle n'a toujours pas, elle n'a toujours pas à rougir face à la Android. Comment il s'appelle? La Google Watch. Là, franchement, c'est celle que t'as au poignet. Ouais, exactement. Tu la portes encore d'ailleurs ou pas? Ouais, oui, je la porte, mais plutôt par habitude. Je pense que je vais la revendre bientôt quand même, parce qu'au final, ça apporte pas grand chose, et il y a pas de nouveautés qui sortent, donc bon. Ouais. Je prendrai la version e-ink. Exactement. Donc on a parlé des montres, bien entendu. On va parler de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, les liseuses électroniques, qui sont quand même le plus gros use case de ces écrans e-ink. C'est l'usage qu'on voit le plus, et l'usage par lequel beaucoup de gens ont découvert la technologie, j'imagine. Je pense, c'est un des usages qu'on voit. Ah non, si, il y en a un autre qu'on verra plus tard, qui est un truc mais auquel on ne pensait pas, et qu'on a pour ceux qui vont faire leurs courses régulièrement dans les supermarchés. Les indices, oh là là. Voilà, on l'a tous les jours en face de nous. Enfin non, peut-être que vous n'allez pas tous les jours au supermarché, mais quand on y va, on en a sous les yeux. On en parle tout à l'heure. Donc liseuse électronique, moi c'est ça qui m'a fait plonger dans le bain. La plus connue, c'est la Kindle d'Amazon, qui est sortie, donc première édition est sortie en 2007. Ensuite, le premier à avoir sorti, c'est nos amis de Sony avec le Librier, et ensuite le PSR 500. Et c'est marrant, cette histoire de PSR 500, c'est que c'est la référence. Quand je l'ai vu sur Wikipédia tout à l'heure en faisant les recherches, je me dis ah mais ouais, c'est marrant, et je me souvenais de cette référence, alors que bon, c'est complètement imbitable.
Mais bref. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres fabricants. Kobo, qui est distribué notamment à la Fnac, Pocketbook, Onyx, etc. Plein de marques, dont énormément de marques chinoises, forcément, parce que c'est là-bas que se fait le gros de la production. Greg, je crois que tu as une liseuse, toi? Depuis quand? Ah oui, bien sûr. Moi, j'en ai une depuis, depuis quasiment je sais pas, plus de 10 ans, hein, sans problème. J'ai changé il y a pas très longtemps. Je crois que j'en ai racheté une l'année dernière parce que mon Kindle commençait à vraiment à trop fatiguer. Je crois qu'il avait l'écran fêlé également. Mais oui, enfin, longévité exceptionnelle, un plaisir, voilà, à lire, enfin, pour lire, pour moi, il y a pas d'égal. Et puis, voilà, moi, j'ai pas un gros affect avec les livres papier, désolé. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment devenu le seul moyen par lequel je lis des livres. J'achète tous les livres, hein, je tiens à préciser que c'est pas pour pirater, je sais que ça se fait pas mal, mais voilà, j'achète tous mes livres. Voilà, la simplicité d'usage avec Amazon, quand même assez dingue. J'ai pas réussi à convaincre beaucoup de personnes de mon entourage. Tu vois, il y en a beaucoup qui préfèrent le contact Moi du aussi, papier. hein. Ouais. C'est fou quand même, tu Mais vois. parce C'est qu'ils quand n'ont tu te pas retrouves. utilisé. C'est parce qu'ils n'ont pas utilisé. Mais j'en ai acheté, je te jure, j'en ai acheté à mon entourage et j'ai fini par la C'est vrai? récupérer parce qu'en fait, ouais, carrément, parce Ah que ouais. T'es plus c'était, généreux que moi. voilà, je sais pas, si c'était trop compliqué ou quoi, et en fait, à la fin, je finissais toujours avec des Kindle en plus. C'est marrant Et ça. voilà, pour moi, c'est vraiment un must le Kindle. L'autonomie est dingue. Et puis il y a le côté aussi monofonction. Parce qu'en fait, avec un Kindle, tu ne fais que lire, Ouais. versus ton téléphone ou ta tablette, etc., qui pourrait effectivement te proposer un écran plus beau, mais alors déjà, ça fatigue plus les yeux. C'est illisible au soleil. Et quand moi je lis beaucoup en été, en extérieur, bah, j'aime beaucoup justement le confort d'un Ben, Kindle. C'est léger. Et puis, bah voilà, t'as pas de distraction quand t'es sur un Kindle, et ça, c'est plutôt top. Et toi, mm. Rémi, est-ce que t'es un Kindle, t'es team Kindle ou team Kobo? Alors, à Ou team l'origine, mon livre? premier, c'était un Kobo que j'ai acheté. Alors, j'ai pas réussi à retrouver le bon de commande, mais j'ai vu que j'avais fait une réclamation au service support auquel je n'ai jamais eu de réponse en 2012. Donc là, j'hésite à les relancer. Je vais À peut-être mon avis, tenter ils le truc. t'attendent. Bonjour. Et ensuite, j'ai changé régulièrement et je suis passé sur Kindle quand ils sont sortis, je crois, en 2019 ou même peut-être avant, quand ils ont sorti celui qui allait dans l'eau. Aucun intérêt, hein, je ne lis pas souvent dans l'eau, mais il était très joli, il avait une résolution de ouf, du coup je me suis dit vas-y je craque. Et non, même avant, peut-être 2010, ouais, mes enfants étaient pas nés, donc ah si, peut-être début 2019. Et génial, enfin, l'avantage, autant Kobo c'était pas mal parce que on pouvait l'utiliser facilement en trouvant des livres et ensuite en branchant par USB à l'ordinateur et puis on transférait. Mais avec Kindle, oui, c'est Amazon, etc. Mais n'empêche que c'est hyper pratique. En un clic, t'as ton livre qui est téléchargé dans la liseuse. Ça marche, quoi. C'est comme Apple. Tu cliques, ça marche. T'as pas besoin de bidouiller et c'est hyper confortable. Et ce qui est cool, je lis pas mal en anglais et souvent les prix des bouquins anglais sont beaucoup moins chers. J'en Ouais. trouve des bouquins 2, 3, 4 dollars. Donc bon, c'est quand même très bien. Et donc, je lis, ouais. Et un des trucs qui a changé chez moi sur les liseuses, sur alors moins de ces dernières années, mais c'est que je lis beaucoup plus, quoi. C'est par Hmm. rapport à avant. Pourtant, j'aime bien les livres papier. J'en achète toujours, enfin, surtout des BD, du coup. Mais, ça, ouais, c'est tellement pratique, c'est qu'en fait, tu le trimbales avec toi partout. Tu vas en vacances, t'as pas besoin d'avoir ta pile de 10 livres. Tu les as sous la main. Tu veux pas lire celui que tu as actuellement, t'en trouves un autre facilement. Donc c'est ouais, que du confort. Et donc à chaque fois, moi aussi, j'essaye de convaincre mon entourage, les gens à qui je parle, qui disent ah mais non, c'est quand même vachement bien le papier. Mais c'est du papier, c'est pareil. Donc c'est ouais. Mais je continuerai ce combat. Après, enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça pose un vrai sujet de On pourrait propriété faire. intellectuelle derrière et de propriété tout court, Oui. puisque demain, voilà, je tire le trait, mais Amazon bloque son service ou Mm, arrête ou quoi, tes livres ils disparaissent. Hein. Donc mm. versus des livres papier qui continueront de t'appartenir pendant des siècles. Donc voilà, ça pose aussi quelques questions, mais bon, on pourrait se faire un sujet ouais, Ouais, comme Spotify, sur le on est qu'en digital location finalement, ouais, et la c'est vrai. propriété. Ouais. Ouais. Bref, pour un autre jour. Autre cas d'usage, on a également les tablettes, je crois. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Enfin, ça a été un peu lancé par Remarkable, qui a lancé une tablette. Imaginez
une feuille de papier, donc format A4, mais au format tablette, donc qui reste très très fine, un très joli design métallique, sur lequel vous pouvez prendre des notes, lire, annoter des PDF, donc pratique si vous lisez, je pense aux gens qui travaillent dans comment on dit, dans le milieu des lois, dans le légal, Juriste, où on a les juristes qui ont énormément de documents, il faut surligner, etc. Les gens, les étudiants tout simplement, ou les profs, c'est des usages qui sont plutôt pas mal. T'évites d'avoir ta grosse pile de papier. Tu peux faire des recherches directement sur ton PDF, tu peux surligner, etc. Donc Remarkable a lancé ça il y a quelques années. Depuis, ils ont sorti la Remarkable 2, qui est une très belle tablette aussi. Avant la fin de l'année, fin 2022, Kindle a lancé le Kindle Scribe, qui fait la même chose. On peut prendre des notes, lire. Kobo a lancé la Kobo Ellipsa, exactement sur le même segment. Et ensuite, on a la Books Note R2, Tab Ultra, Tabix, eux, ils en ont fait un paquet. La Lenovo Yoga Paper, qui est disponible qu'en Chine pour l'instant. Et je pense qu'on en a d'autres qui devraient arriver sous peu. Et là, il y a deux choses différentes. En fait, c'est deux mondes qui s'opposent presque. Déjà, premièrement, c'est à cause de cette catégorie que moi, je me suis repenché dans le format des e-ink, des encres électroniques, et où j'ai vu que il y avait une sorte d'ébullition là depuis quelques mois avec la sortie de ces tablettes et plus tous les fabricants qui sortent des nouvelles tablettes sur lesquelles on peut écrire. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc qui se passe là. Et donc, ces tablettes, il y a un petit peu deux écoles. L'école du système opérationnel propriétaire, donc Kindle, Kobo, Remarkable, sur lesquels ils ont créé une couche logicielle sur laquelle vous pouvez juste lire, vous pouvez juste prendre des notes, dessiner et surligner des PDF. Et l'autre combat, c'est le cas de Lenovo ou de Books, qui proposent des tablettes sous Android. Et là, c'est assez stylé, parce que ça vous permet finalement d'avoir une tablette sur laquelle vous pouvez consommer du contenu, utiliser vos applications que vous utilisez d'habitude, par exemple pour la prise de notes ou la lecture, ou votre client email, et qui va pas vous péter les yeux. Parce que c'est vrai que c'est un truc, je crois que j'en ai pas parlé du tout, mais l'avantage, c'est comme il n'y a pas d'éclairage sur ces écrans, enfin vous pouvez l'activer, mais d'office il n'y est pas, c'est comme si vous lisiez un bouquin ou un magazine. Donc les écrans fatiguent les yeux parce qu'ils projettent de la lumière sur nous, dans nos yeux. Alors que ces appareils ne font que réfléchir la lumière du soleil de façon naturelle. Donc c'est super pratique parce que on peut faire toutes les activités. Genre moi je lis beaucoup de newsletters, notamment je sais pas si vous connaissez celle de Greg qui sort tous les mardis, qui est vraiment géniale. D'ailleurs on est mardi. Qu'est-ce que tu fais, Greg? Dès que j'aurai fini petite pression, journée, voilà, elle petite sera pression. dans ta boîte. Sachant, on enregistre, il est actuellement 11h45, 23h45, donc on va essayer de se dépêcher de finir pour que Greg ait le temps d'envoyer dans le temps. Bref, exactement, je serai à l'heure. Du coup, je lis pas mal de newsletters sur cet écran qui ne me fatiguent beaucoup moins les yeux. Donc c'est top. Alors après, c'est quand même un écosystème très jeune, donc il y a quand même plein de choses qui ne marchent pas très bien ou sur lesquelles, parce que l'écran encre électronique est quand même très différent d'un écran classique OLED, LCD, etc. Mais bon, je pense que ça va se développer. Et le dernier point, c'est que ces tablettes sont ultra chères. T'en as une, toi? Oui, oui, j'en ai acheté une, c'est pour ça que Mais t'as laquelle, du coup? J'ai acheté une Books Nova R2. Ok. Note R2. Ouais, c'est ça, Nova R2. Ouais, ils ont plein d'appellations super compliquées. Les noms. Qui est une petite tablette. Ah, j'aurais dû la prendre pour l'afficher. Bon, prêt. Qui est une petite tablette sous Android, qui coûte hyper cher, mais qui est, je voulais changer de mon Kindle, et quand j'ai vu cette idée d'avoir de l'Android sur une tablette, je me suis dit, mais c'est trop marrant, faut que je teste. Et donc voilà, c'est ultra cher. Je pense que c'est ultra cher parce qu'il y a peu de demandes, donc vous pouvez pas, avec la magie d'avoir une énorme production, négocier des prix à la baisse. Par exemple, si on prend le Kindle Scribe, il est à 369 €. Kobo Ellipsa, c'est à peu près pareil. La Remarkable 2, elle est à 349 € en version de base, mais si vous voulez le vrai bon stylet et la couverture, vous passez à 547. Et moi, la tablette que j'ai achetée, je crois qu'elle était à 390 €. Voilà, ce qui est complètement hors de prix pour
juste une petite tablette pour lire des bouquins et gribouiller avec mon stylo en me disant ouais non mais je vais faire plein de trucs qui vont me faire gagner un temps fou. Pas du tout, pas du tout. Mais voilà, j'aime les gadgets, c'est mon gadget 2022, c'était mon cadeau de Noël. Et c'est voilà, je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent se faire là-dessus, qui vont se créer. Donc c'est cool. Très bien. Jetez un œil, ouais. Donc ouais, très cher quand même. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pas craqué, pour être honnête. C'est que même si je trouve les produits comme Remarkable assez sympas, enfin, ce qui me gênait jusqu'à présent, c'était l'écosystème, parce qu'en fait, comme c'était des OS propriétaires, en gros, ta tablette ne pouvait faire que ce que le fabricant avait prévu. Et donc, comme c'était des produits relativement de niche, tu avais forcément assez peu d'usage et de fonctionnalités qui pouvaient se rajouter dans le temps. Et là, effectivement, quand je vois l'approche Android qui permet d'ouvrir d'autres usages, ça reste quand même pas très très cher, pas très très loin pardon, du prix d'un iPad. Et oui, du coup, mais c'est ça. J'ai toujours préféré le côté multi. Pour le coup, voilà, c'est l'inverse du Kindle, c'est que ma tablette, je veux qu'elle fasse plein de choses. Je veux pouvoir jouer, je veux pouvoir regarder des films, surfer sur le web et prendre des notes. Et ça, j'arrive à le faire en mode tâche sans trop de problème. Mais par contre, pour un tout petit peu plus cher, je fais 10 fois plus. C'est pour la raison pour laquelle j'ai pas craqué. Et je suis un fan de la prise de notes sur iPad, comme tu le sais. Donc, pour ces raisons-là, j'ai pas été tenté. Mais j'avoue que quand même, c'est des beaux produits. Ouais, non, c'est marrant. En tout cas, c'est rigolo. Enfin, moi, j'ai l'impression de toucher un petit peu, potentiellement le petit bébé d'une future ligne de produits qui sera, tout à l'heure, avant d'enregistrer l'épisode, on parlait d'une rumeur qu'il y avait eu en mars-avril 2022, comme quoi Apple serait en train de bosser sur l'encre électronique pour proposer sur ses futurs écrans une partie qui serait en encre électronique. Donc ça serait quelque chose qui permettrait peut-être de faire quand même énormément baisser les coûts. On verra. Donc, on a vu les tablettes, on a vu les liseuses, on a vu les montres. Qu'est-ce qu'il nous reste comme produit? Eh bien, les téléphones. On en croise assez peu, sûrement. Je n'en ai jamais croisé, je crois. Mais ça commence à arriver. Il y a le Motorola qui avait sorti le F3 il y a quelques années, qui était plutôt mignon. Un téléphone tout plat, très basique, mais avec un écran e-ink. iSense, on a lancé un en 2022, le A9, qui est un téléphone pour le coup normal, sauf que son écran est électronique. On a TCL qui va lancer le Next Phone, qui sont assez intéressantes, et comme vous pouvez voir, beaucoup de marques chinoises quand même, on a assez peu d'Européens ou d'Américains sur le sujet. Et il y a un truc assez marrant que Dasung a sorti, c'est un écran e-ink de 7 pouces, je crois, ou 6,9 pour smartphone. Vous branchez votre téléphone dessus, et ça va faire comme si c'était un écran externe. Voilà, donc c'est plutôt rigolo, dans le cas où, par exemple, tu veux lire quelque chose sans t'abîmer les yeux. Ça relève quand même extrêmement du gadget, mais ça existe. Donc plutôt rigolo. Mais moi, l'usage que j'en vois, c'est vraiment ce format e-ink, pas forcément pour l'utiliser sur tout ton écran de téléphone, mais sur une petite partie, notamment, tu vois, on en parlait il y a quelques semaines, mois, des écrans pliables, enfin des téléphones pliables, et on pourrait imaginer qu'un écran, une fois plié, on pourrait juste avoir un petit écran e-ink qui ne consomme pas beaucoup et qui pourrait permettre d'afficher quelques informations tout en économisant la batterie. Là je vois pas mal d'intérêt. Et du coup, je me disais bien que j'avais déjà vu quelque chose comme ça, et c'était sur le Yotaphone. C'était un des premiers ça me dit quelque chose, téléphone e-ink. J'ai un collègue qui en avait acheté un, justement. Ah ouais. Bon, ça Et t'as pu l'essayer? Ouais, j'avais regardé vite fait, mais du coup, c'était effectivement, il y avait 2 écrans, dont un e-ink qui permettait d'afficher les notifications, quelques infos. Et donc, c'était assez marrant comme approche. Ah, sympa ça. Yes. Donc effectivement, on a les téléphones, et puis on a quand même plein d'autres tech, plein d'autres produits qui tirent profit de cette techno. On a parlé de BMW qui avait montré aux 2 derniers CES leur carrosserie de voitures qui change de forme, enfin de couleur finalement. Enfin, l'année dernière c'était noir et blanc. Et cette année, ils sont passés à la couleur, où on pouvait afficher ce qu'on voulait un petit peu sur la carrosserie. Plutôt gadget, mais intéressant.
L'autre, un autre cas d'usage intéressant, c'est l'affichage des horaires de bus. On a souvent ces panneaux à l'extérieur pour pouvoir afficher quand est-ce que le bus arrive. On n'a pas besoin. Au pire, il faut le mettre à jour une fois par minute. Ça va. Il y a eu quelques essais à Prague en 2019 là-dessus. Un clavier de Nemeyo qui vous permet en fait, qui est lisse. Enfin, toutes les touches sont vides, sauf quand vous l'allumez. Et là, elle se charge. Pardon. Et là, l'intérêt, c'est finalement, vous savez, il y a plusieurs layouts. Alors, je connais pas le mot en français. Vous avez le clavier AZERTY en français, QWERTY en anglais, Bepo, etc. Il y a plein de différentes manières d'ordonnancer les touches. Et donc ça permet de le faire à la volée. Plutôt sympa. Donc ça, c'est un clavier normal, sauf que chaque touche est un écran, en fait. Exactement. Et donc, tu peux changer ce qui s'affiche. Ouais, c'est assez génial, ça, par contre. Ouais, c'est chouette, ouais. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui quand tu utilises un clavier d'une autre langue, c'est que les touches, elles restent. Oui. Bon, bref, tu m'as compris. Exactement. C'est pénible quand même, ces claviers qui changent pas de touche tout seul. Bon. Et donc là, tu peux mettre tes raccourcis, enfin non, franchement, c'est assez personnalisable, je trouve très très pratique, notamment pour des personnes qui switchent entre plusieurs langues, ceux qui travaillent notamment dans une langue différente de leur langue de naissance, ça peut être assez intéressant. Moi, je sais qu'il y a le layout, par exemple, Bepo, qui paraît-il en français est super pratique à utiliser, mais que bon, un jour, il faudra que j'apprenne et trouver un moyen de le mettre sur mon ordi. Ensuite, j'en parlais un petit peu plus haut. Dans les supermarchés, vous avez des prix, des petites vignettes de prix. La prochaine fois que vous allez dans votre supermarché, jetez un œil. Il y a des chances que ça soit un affichage à l'encre électronique qui va être mis à jour, permet d'être mis à jour à distance, en fait, et de façon automatique. Plutôt balèze. Ouais. Ensuite, on pourra avoir des mini-écrans pour afficher des informations sur des clés USB. Mais ça pourrait être sur le TELT, comme j'en parlais. Et il y a quelque chose qui est en cours d'étude depuis quelques années maintenant, mais j'ai pas réussi à trouver d'exemples qui existent en vrai. C'est sur les cartes de crédit. On peut, vous savez, quand vous achetez en ligne, derrière vous avez 3 chiffres qu'il faut rentrer sur Internet pour valider l'achat. Et il y a plusieurs entreprises qui sont en train de tester, de mettre à cette place un écran e-link qui permettrait de faire changer ce code à 3 chiffres. Donc, augmenter la sécurité. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de cas d'usage concret. Pourtant, il me semblait avoir vu une banque annoncer ça. Je crois que c'est la Société Générale qui avait fait ça. Si je dis pas de bêtises, avec à l'arrière de leur carte justement un petit écran qui mettait dynamiquement à jour le crypto, de manière à ce que finalement il ne soit utilisable que pour un achat. Ouais. Et écoute, j'ai pas réussi à trouver de traces, alors qu'il me semblait avoir vu des exemples, voire peut-être même un copain me montrer sa carte, mais j'ai peut-être rêvé. J'ai des rêves bizarres. Et donc voilà quelques cas d'usage qui sont ou qui vont apparaître, mais en tout cas l'avantage, pour le redire, c'est que c'est bien vraiment... Société Générale et ça date de 2015. Ah ouais, ça fait un bail quoi. Ouais, ça a peut-être pas dû marcher ou peut-être que ça devenait trop, c'était trop cher. Ouais, je suis pas sûr que ça existe à nouveau. Ouais. Mais en tout cas, l'avantage c'est que c'est vraiment, ça peut être très peu cher à mettre en place. Si vous avez les volumes, ça va consommer très peu d'énergie. Donc c'est vrai que c'est possible. On parle aussi d'usage sur les vêtements par exemple. Mais y a plein d'usages potentiels et moi je pense que c'est une technologie. J'espère qu'il y a un réveil actuellement qui va permettre de relancer ça. Mais il y a plein d'usages intéressants. On est complètement raccord là-dessus, Rémi. C'est vrai que du coup, ça fait un moment qu'on en entend parler de cette tech. J'ai l'impression qu'il y a un petit renouveau, notamment tu parlais de BMW, tu parlais de les tablettes des tablettes, etc. Ouais. Donc on espère finalement que effectivement ça va aller dans le sens de la propagation. Et puis ça je trouve que ça synchronise pas mal avec une tendance qu'on peut voir apparaître là, qui est finalement d'avoir des téléphones, des dumb phones, donc avoir des téléphones qui sont pas du tout, qui sont pas des smartphones, qui sont très très peu connectés et finalement dont on attend juste le minimum. Et ce type d'écran pourrait complètement aussi répondre à ces besoins-là.
Et voilà, je pense que vraiment la techno elle est mature. On l'a vu sur les Kindle. Il y aurait plein d'autres cas d'usage. Moi, je verrais bien les manuels papier des enfants dans les écoles remplacés par ce genre de tablette. Franchement, quand tu vois la taille des cartables, Ah bah ouais. c'est juste décourageant. Et là, je pense que vraiment il y aurait de quoi faire et ça serait pas forcément très très cher et amortissable. En plus, ça dure très longtemps dans le temps, ces tablettes-là. Ça a une grande autonomie. Donc, il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, j'espère que cette fois, c'est la bonne. Oui, j'espère aussi, ouais, ça serait cool. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça me revient, c'est que tu as partagé une vidéo sur le sujet des e-ink avec un mec qui démonte en fait un Kindle pour nous montrer l'intérieur et il a accès à des microscopes qui permettent de voir comment c'est fait. On va vous mettre le lien dans la description. Allez voir, c'est assez impressionnant. J'ai découvert notamment qu'il y avait un côté très organique sur... je parlais des petites capsules qui emprisonnent l'encre blanche ou noire et qui sont, quand vous voyez vraiment de près déposées sur la surface de l'écran, ça fait vraiment... vous avez des grosses bulles, des petites bulles, des moyennes bulles, etc. Les unes à côté des autres et ça donne ce côté très... organique, assez marrant à voir sur un outil très technologique en fait. Donc voilà, dernière remarque, c'était ça m'a impressionné. Allez, jetez un œil, on mettra la vidéo dans les commentaires. Et écoute, merci Rémi. Moi j'aime bien ce sujet parce que voilà, ça parle d'un aspect de la tech qui est en même temps très très proche de notre vie quotidienne. On disait dès qu'on va dans un supermarché, on voit des écrans e-ink, les Kindle, on sait que ça existe depuis des années. Et pour autant, ça décolle pas. Et pourtant, il y a des vraies innovations et des vraies opportunités. Donc voilà, si ça vous a donné envie de vous y intéresser, c'est cool. Et lancez votre boîte. Au moins, vous savez désormais sur tous les types de supports où on peut les trouver et à quel point ça peut être très très pratique comme support. Donc, foncez vous acheter un Kindle. Vous nous remercierez plus tard. Carrément. Franchement, non, tu peux refiler ceux que tu as achetés, toi. Ouais, c'est clair. On est vraiment sur un podcast tech de pointe qui, en 2023, fait découvrir les licences électroniques. Ouais, super, au top. On est en avance. Ça marche. On fait les tendances. Ok, Rémi, écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet. Un nouveau sujet dont on ne sait pas ce qu'il sera, mais nouveau sujet tout de même. Tout à fait. Toujours. Ça marche. Salut Greg. Merci. À la semaine prochaine. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.